Ça vous dérange pas, monsieur Yann? Mais pas de problème. Pas de problème, alors ça va. Monsieur Yann, Yann tout court. Alors, c'est un célèbre photographe français, un grand militant de la cause écologiste, réalisateur du film Home, qui a connu un grand succès à travers le monde. Aussi, avec la série Vue du ciel, c'est une série de photographies dans l'Algérie. Avec le thème qu'il va présenter, c'est l'engagement environnemental. Veuillez applaudir chaleureusement Monsieur Yann Arthus Bertrand. D'abord, je voudrais dire que je suis ravi d'être là. Et je voudrais dire à la mine que la qualité des intervenants était formidable. C'est aussi bien qu'à Long Beach, je te le dis franchement. Voilà. On a eu des jeunes scientifiques, il y en avait un qui parlait tout à l'heure, il va faire un homme politique formidable. On a eu un entrepreneur avec une pêche d'enfer qui a l'air d'y croire. On a eu un directeur de réserve passionné, on a eu un professeur qui parlait de bio, une dame extraordinaire qui m'a parlé de plantes. J'en oublie sûrement, et puis alors un truc presque trop intelligent pour moi maintenant, mais je dois reconnaître que c'était passionnant et intéressant. Alors moi je vais être très modeste. Chacun ici, il y avait des scientifiques, il y avait beaucoup de scientifiques, des économistes, entrepreneurs. Moi je viens ici en tant que photographe, tout simplement. J'ai essayé d'être scientifique, mais ça n'a pas marché. Et je vais m'expliquer comment... Parce qu'on est tous ici des écologistes convaincus. Ça ne se fait pas tout seul, c'est un long chemin de vie. Je suis peut-être une des personnes les plus vieilles ici, donc je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi. Parce qu'il faut savoir que quand je suis né, bon, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Alors, c'est pas de ma faute, mais on est 7 milliards aujourd'hui. Et 7 milliards, c'est beaucoup de monde. Et on consomme beaucoup plus que nos parents. Et donc, on a un gros impact sur la Terre. Et je vais vous parler un peu de mon parcours. Alors oui, ça, c'est une photo que vous connaissez tous, qui a été faite à la couverture du livre. Qu'est-ce que j'avais oublié de dire? Ça va durer un peu plus que 17 minutes, je suis désolé. Et donc ça c'est une forêt de mangrove. Une mangrove c'est donc un cœur. Ça a été fait naturel, c'est à Nouméa, c'est de la mangrove. Vous savez qu'aujourd'hui 30% de la mangrove a disparu. Alors, aimer et comprendre son siècle. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aimer de l'époque dans laquelle on vit, il ne faut pas être pessimiste, il faut l'aimer passionnément. On ne peut pas changer, c'était toujours mieux avant, mais il faut vivre avec son époque, c'est très important, et pas avoir peur de l'avenir, parce que c'est nous qui allons le construire. Comment c'est arrivé? Alors moi je suis parti, quand j'avais 20 ans, d'avoir s'occupé d'une réserve en Afrique, et puis j'ai décidé d'aller étudier les lions au Kenya. Pourquoi? Parce que j'étais passionné par une femme qui s'appelle Jane Goodall. Vous connaissez Jane Goodall? Voilà, une femme qui est la première, est partie étudier les chimpanzés, au parc de Gambie, et qui a fait un travail formidable, c'était vraiment mon idole. Et je voulais travailler comme elle et aller étudier les lions sur le terrain. Donc avec ma femme, Anne, on est partis tous les deux et pendant 3 ans, on a suivi la même famille de lions tous les jours. Il y en avait 18 lions, mais en tout on a travaillé sur 105 lions dans une petite réserve. Et voilà, ça c'était le chef de la Pride, du groupe. Ça c'était la lionne qui avait pris en charge, qui s'appelait Maléfice, c'était son nom. Elle avait pris en charge tous les autres lionceaux, souvent il y a des accidents, et cette lionne s'occupait d'une dizaine de lionceaux. Ça c'est une photo que j'ai faite, que j'adore. C'était le mâle dominant qui s'appelait Hooks. Et c'est une photo que je n'ai pas vue quand je l'ai faite. J'ai fait la photo, on faisait beaucoup de photos, on développait les photos qu'en rentrant. Et c'est en rentrant en France que j'ai découvert cette photo qui est devenue une photo très symbolique de mon travail. L'amour chez les lions, c'est incroyable. C'est un peu de l'anthropomorphisme. Mais c'était vraiment, on connaissait les lions, on les reconnaissait tous. Et comment on les reconnaissait? On les reconnaissait en comptant les poils de moustache. Vous voyez? Chaque lion, on avait 105 fiches comme ça. Tous les lions, on les reconnaissait vraiment pour faire une étude de comportement. La chasse, bien sûr, très important. Un jeune lion qui essaye de tuer un buffle. Pour tuer ce buffle, il l'a tué en 3 heures parce qu'ils ne savaient pas comment les tuer. Pour tuer un buffle, il faut lui mettre la bouche dedans, il faut l'étouffer. La bouche sur la bouche du buffle. Les hyènes qui vont partir. La nature est quelque chose de difficile. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. La nature, c'est pas quelque chose de doux, d'agréable. La nature est très difficile et très violente. 50% des lionceaux qu'on a vus naître sont morts pendant notre étude. On va mettre un peu plus de son. Là, je vais vous montrer le passage des gnous. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il n'y a pas le son, là. Si, voilà, vous allez écouter. Chaque année, au mois d'août, tu as 2 millions de gnous qui arrivent du Serengeti et qui redescendent vers le Serengeti, qui font une grande boucle
et qui doivent traverser la rivière Mara, dans le Masai Mara. C'était un spectacle incroyable, je crois que ça ressemble un petit peu à ce que devaient être les bisons en Amérique. Quand il y en a un qui passe, ils veulent tous passer. Et même s'ils ils vont tous se noyer, ben ils continuent à descendre dedans, un peu comme des moutons. Et c'est un balai incessant entre les mères qui appellent leurs petits, les petits qui appellent leurs mères, qui ont traversé, que c'est terrible. Tous les gnous que vous voyez là, dans l'eau, beaucoup vont se noyer. Voir en ce moment, sont tous en train de se noyer. Regardez, la nature est difficile. Il faut accepter que la nature est quelque chose de très sauvage. Ça m'a formé, ça m'a essayé de comprendre la nature. Je suis parti avec mes deux petits garçons qui avaient 3 ans et 2 ans. Là, c'est des gnous qu'on essaye de sauver. Ça, c'est un petit gnou qui va absolument rester près de sa mère qui vient de se noyer. Alors, on va le sortir avec une corde, on va essayer qu'il rejoigne le troupeau. À cette époque-là, c'est vrai que l'écologie, c'est sauver les animaux, c'est parler. On parlait beaucoup plus des petits oiseaux, des rhinocéros et des éléphants. Et bien sûr, comme je suis là-bas, je côtoie les guerriers Maasai et je commence à photographier les Maasai et les gens. Et les gens m'ont aussi intéressé à photographier bien sûr que les animaux. George Adamson, vous connaissez George Adamson? C'était un scientifique américain qui restait là-bas, qui faisait de la réhabilitation de lions. Un de mes idoles aussi. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière. Tous les matins, j'emmenais les touristes en ballon voir les animaux. Et c'est là où j'ai découvert l'importance de la photographie aérienne. Comment la photographie aérienne me montrait le territoire différemment. C'est vraiment de là où est devenue ma passion. Et quand je suis rentré à Paris, je n'ai pas passé mon doctorat, j'ai décidé de devenir photographe. J'ai photographié, je suis décidé de devenir photographe en faisant beaucoup de photographie aérienne. J'ai commencé par photographier Paris, c'était ma ville. Et photographier sa ville, c'est aussi passionnant, parce que c'est son territoire qu'on côtoie tous les jours, aussi intéressant que le Kenya. L'Arche de la Défense. Et puis aussi, je me suis toujours intéressé au rapport de l'homme avec les animaux. Je suis passionné par l'agriculture, j'étais ravi de vous entendre, monsieur. Je suis un passionné par l'élevage, passionné par les gens qui nous nourrissent, et par les gens qui gardent, vous savez, il disparaît une espèce d'animal, pratiquement par semaine. Aujourd'hui, on va sur des races uniques. Et donc, c'était faire un espèce de reportage, un livre que j'ai fait sur les chevaux, sur toutes les races d'animaux qui sont en train de disparaître. Et on faisait beaucoup de photos, ce qu'on appelle des bâches décalées dans les studios commentés à l'extérieur. Toujours côtoyant beaucoup les gens. Et puis, un tournant dans ma vie, Rio en 1992. Grande conférence de Rio, je lis Le Monde, et je me dis, tiens, je vais commencer un grand travail sur l'état de la planète. Et ça, vraiment, ça a été un énorme changement dans ma vie. J'ai décidé, pendant de 92 à 2000, de photographier la Terre vue du ciel. Au début, je croyais surtout pour montrer la beauté du monde. Mais ce travail m'a complètement transformé. Transformé pourquoi? D'abord parce que la Terre est une véritable œuvre d'art. Véritable œuvre d'art. Il n'y a rien de plus beau que je crois que l'œuvre de la nature. Kazakhstan, Guyane. Alors ça, c'est des photos comme j'aime les faire. Vous voyez, il y a un tout petit bateau qui est là, qui vous montre l'échelle, la taille de la photo. Vous avez les nuages, vous avez l'eau en Australie, vous avez l'eau bleue qui arrive de la mer, l'eau verte qui arrive de la terre. Genre de photos que j'adore faire. Bien sûr, travailler sur le graphisme du monde. Des filets qui sèchent en Corée, avec des couleurs. Travail de l'homme. Souvent, ce sont les gens qui me font des tableaux. Moi, je suis qu'un témoin qui passe, qui fait des photos. En Égypte, le cessage des dates. Même les Égyptiens, quand je leur montrais la photo, ils ne comprenaient pas la photo. Quand les dates sont... Je ne sais pas si vous le faites la même chose ici, comment vous les faites sécher, mais quand elles sont sur les arbres, elles sont jaunes, et puis en séchant, on va prendre des couleurs différentes. Ça, c'est des cadeaux que me donnent les agriculteurs. Lac Baïkal, qui est la plus grande ressource d'eau au monde, d'eau douce au monde, en Russie, glacée, la glace, c'est une énorme glace qui fait 40 à 80 cm d'épaisseur avec les gens qui vont pêcher dedans. Hop. En Islande, regardez comme c'est beau, les couleurs de la nature, de l'eau. L'eau, c'est l'eau des glaciers, l'eau qui est extrêmement bleue parce qu'elle est chargée de glace. Alors ça, c'est pour vous montrer comment je travaille.
Ça, c'est un lac Magadi, un lac de sel. Vous allez voir la photo. On travaille au très gros télé, au 500 mm, et aussi au grand angle. Donc ça, c'est du télé. Un peu plus large, et encore un peu plus large. Alors la photo jaune que vous avez vu au début, c'était un détail d'ici de cet endroit-là. Et là, ça, c'est des flamants roses. C'est du sel qui est en train de sécher. C'est absolument magnifique. Mon travail est transformé aussi par les scientifiques que je rencontre. Tous les scientifiques que je rencontre dans mon travail, puisque bien sûr, dès que je vais dans un pays, j'étais dans 80 pays, j'essaye de parler aux scientifiques. Tous les scientifiques me disent, il y a des choses qui se passent avec la biodiversité. Les éléphants. Les éléphants, aujourd'hui, il y a été tué l'année dernière 3000 éléphants en Afrique pour l'ivoire. Flamants roses à Nakuru. Ces flamants roses, aujourd'hui, ont disparu dû à la pollution du lac. Des oiseaux qui volent au Venezuela. Non, en Islande, des fous de bassin. Aujourd'hui, les fous de bassin vont pêcher de plus en plus loin parce qu'il y a de moins en moins de poissons autour d'eux. Une baleine. Ça, les baleines, c'est un animal qui aujourd'hui, on a presque préservé. Et puis bien sûr les gens, très très importants, les agriculteurs de subsistance, les gens qui travaillent la terre, la main, l'impact. Aujourd'hui, ça c'est un Oulan-Bator, avec tous les paysans, avec des grandes sécheresses qui viennent rejoindre la ville. Autour des villes aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui rejoignent les villes tous les jours, par manque de terrain, par la sécheresse. Bidonville, en Équateur, un des plus grands bidonvilles du monde, Guayaquil. Une ville en Amérique, vous voyez bien la différence, où tout le monde, on ne vit qu'avec les voitures. Ça, c'est une photo qui a été faite en Syrie, à Damas. Vous voyez pourquoi aujourd'hui la révolution est une révolution. Vous voyez les satellites, la communication, comme c'est important aujourd'hui, tout ce qui se passe, on le sait. Ces photos qui ont été faites avant, bien sûr, les événements. Et puis, bien sûr, les scientifiques me parlent de la fonte des glaces. Il y a une accélération de la fonte des glaces invraisemblable que moi j'ai vu en 20 ans en regardant. C'est quelque chose qui me marque forcément. Ça, c'est les fameux passages nord-ouest qui a été rouvert entre le Canada et la Russie. On ne pouvait pas passer avant. Le Kilimandjaro, imaginez cette photo incroyable. Du Kilimandjaro, on disait que c'était les neiges éternelles. Regardez les neiges éternelles d'aujourd'hui. Ben, je vous promets, quand j'ai fait cette photo, j'avais les larmes aux yeux. Vraiment. L'huile de palme à Bornéo. Bien sûr, vous connaissez, c'est une île en Indonésie. Aujourd'hui, l'huile de palme est une huile extraordinaire qui produit beaucoup. Tout le monde en fait. Quand je me suis arrêté là-bas, je descendu de mon hélicoptère, j'ai parlé au type qui était là avec un tracteur qui était en train de déforester. Je lui ai parlé des orang-outans. Je vais parler de changement climatique parce qu'ils font des feux, perte de la biodiversité. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu arrives avec ton hélicoptère de Paris, tu me dis ce que j'ai à faire. Moi, je travaille ici pour gagner ma vie. Et il m'emmène sur son petit bateau, c'est à Bornéo, une péniche. Et sur un écran plat, il y a sa femme qui est torse nu, en train de donner à boire un bébé. Sur un écran plat, en plein milieu de Bornéo, elle est en train de regarder une série américaine. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, ce rêve absolu de vivre comme nous, de vivre dans les pays riches, est le rêve du monde entier. Qu'est-ce que je peux lui dire à cette personne-là, si moi je continue à consommer des huiles de palme? Sand oil, le sable bitumineux. Comment on cherche le pétrole dans les sables au Canada? C'est une très très grosse pollution parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques. Et en même temps, regardez comme la pollution, c'est beau. On peut faire des belles images avec des photos de merde. Les mines en Afrique du Sud ont des nombres de montagnes que j'ai vues rasées, d'endroits complètement bousillés par les mines, c'est incroyable. Les élevages en Amérique, des élevages où il y a 80 000 animaux parqués les uns aux autres. Et pendant les 4 derniers mois de leur vie, on va les bourrer d'hormones, on va les bourrer de maïs, parce que la viande va être beaucoup plus tendre, va être meilleure à manger. Ce qu'on appelle les feedlots, il y en a partout aux États-Unis. Je suis encore en procès pour avoir filmé ça dans Home, aux États-Unis. La façon dont on élève les animaux aujourd'hui, le non-respect de la vie animale, ça m'a aussi fait réfléchir. Une usine de voitures en Thaïlande, après les inondations de l'été dernier. Vous voyez, les inondations ont monté, changement climatique, les voitures sont sous l'eau. Et puis bien sûr, chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est le travail des ONG sur le terrain. Dans le monde, il y a des centaines de milliers de personnes qui s'engagent, qui font. Moi, je pense que agir rend heureux. Vraiment, pour moi, c'est tellement important. Le riz à Bali.
chercher de l'eau. Combien de fois en Afrique j'ai vu des femmes, des enfants qui marchaient pendant des dizaines, peut-être pas des dizaines, mais souvent 10-15 kilomètres avec un seau d'eau sur la tête pour amener l'eau potable. Travail à la main, travail des agriculteurs, gens qui n'ont pas de machine pour travailler. Quand le livre sort, ça devient un énorme succès. C'est un peu, on n'a jamais bien compris pourquoi. Et le livre, en fin de compte, je voulais faire des expositions. Et comme aucun musée ne voulait de moi, on invente de mettre les photos à Paris sur les grilles. Et ça devient un succès colossal. 2 millions de personnes vont voir l'exposition. Aujourd'hui, j'ai fait 160 expositions comme celle-là dans le monde. On a vraiment inventé un système de montrer des photos. D'ailleurs, on a un projet de le faire à HD. J'espère que ça va se faire sur la Terre vue du ciel. Alors là, c'est du travail qu'on a fait. Ça, c'était à Rio, la dernière exposition Rio et au Bangladesh. On essaye de montrer ces photos. C'est toujours gratuit, toujours dans la rue, pour parler au grand public. Bien sûr, après avoir fait ce succès incroyable, un jour on propose de faire la télévision. J'avais dit non au départ, puis en fin de compte on l'a fait, ça a bien marché. Et après, on a essayé de faire un film, Home. Alors l'idée de ce film, c'est qu'on ait un mécène qui est ce film, afin que le film puisse sortir gratuitement dans le monde entier. Et le film est sorti dans le monde entier le même jour, le 5 juin, à la télévision, Internet, au cinéma. On a vraiment essayé d'inventer un nouveau modèle pour essayer de convaincre les gens. C'est pas un film commercial, c'est un film activiste. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre terre. Il y a vraiment une chose que j'ai compris en faisant ce travail, c'est que j'étais très loin des gens. J'étais dans mon hélicoptère en haut. Mais en fin de compte, ce qui m'intéressait le plus et ce qui m'apprend le plus, c'est parler avec les gens, écouter ce qu'ils ont à dire. Et un jour, je me suis arrêté dans un navire. Je suis tombé en panne d'hélicoptère au Mali. Et puis, je suis dans une famille. Et puis, souvent, comme les gens sont extraordinaires, ils vous offrent tout. Pendant 2 jours, j'ai vécu chez eux. Ils ont tué une chèvre pour moi, eux qui n'avaient rien. J'ai dessiné ma maison, ils m'ont expliqué leur vie. Et pendant ces 2 jours, j'ai appris tellement ce que c'était vraiment qu'un agriculteur de subsistance. Même si je le savais, quand quelqu'un me le dit en me regardant droit dans les yeux, certainement j'ai devenu plus intelligent ou moins con ce jour-là. Et j'ai vraiment décidé, après ce travail de la Terre vue du ciel, puisque ça avait été un gros succès, d'essayer de faire avec la Fondation un travail sur qu'est-ce que les gens ont à nous dire. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, qui est pour moi un peu une obsession. Et donc on a commencé ce travail qui s'appelle 7 milliards d'autres. Tout est gratuit sur Internet, je vous conseille de le regarder. On a travaillé aussi en Algérie, on a fait 7000 interviews aujourd'hui en 4 ans. Voilà un tout petit florilège de ce projet.
Cita-cita saya sewaktu kecil, saya ingin menjadi pilot. Mi gran sueño cuando era niño era ser piloto. I wanted to be a pilot. Da bambino sognavo di essere un pilota d'aereo. Ik wou piloot worden. Ik wou vliegen. All I wanted to do was be a jet fighter pilot. I wanted to be Superman when I was a little kid, man. I wanted to be a hero, you know, like everyone else. È la pace, tranquillità per tutti quanti. Che nessun bambino muore di fame, ma è un sogno pesante, non è possibile. La felicidad es como una mariposita chiquitica que siempre uno trata de perseguir y está uno siempre buscando dónde está la mariposita. Y cuando uno se cansa de buscarla, la mariposita viene y tranquila se la posa arriba del hombro de uno. Ah, l'amour, 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 l'amour. Love? L'amour, l'amore. Love is nice if you can have it. Love is wonderful if you can have it. E le due facce dell'amore. Le due facce dell'amore, c'è l'amore per possedere e l'amore per dare. Jadi cinta itu harus dipegang seperti telur. Kalau telur kita pegang erat-erat, dia akan pecah. Что бы хотела изменить в своей жизни? Такой личный вопрос. Замуж за другого выйти. Все. Больше ничего нет. Пусть столько же детей будет. Все будет так, только другое рядом. After 7 years now of being in a wheelchair, I've done more in life being in a chair than out of a chair. I still surf, I sail the world, I free dive. After many people said I couldn't do that. And I think that comes from connecting with nature, connecting with the energy of life. Because we're all disabled in some way on the planet, spiritually, mentally or physically. I got the easy part. Me gustaría preguntar a toda la gente que pueda mirar este vídeo, ¿os sentís parte de la humanidad? Si os sentís parte de la humanidad, ¿os sentís hermano mío? Y si os sentís hermano mío, ¿me queréis? Entonces yo os devuelvo la pregunta, yo os quiero a vosotros. Did you tell somebody you love them today? Yes. Did you tell somebody in your life that you love them today? And if you didn't, please tell them. Vous avez compris que ce que les gens nous disent, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et chaque fois qu'on va dans un pays, qu'on pose des questions, on a ces réponses-là. Je vais vous faire maintenant un petit cadeau qu'on a montré à personne. On va vous montrer, je suis en train de tourner un film qui s'appelle Human, et je vais vous montrer un petit extrait du film. Écoutez bien ce que dit cette femme. Tous les gens qui ont un handicapé dans leur famille comprendront ce qu'elle veut dire. Écoutez. Ah non, ça c'est bon, ça c'est 7 milliards d'autres. Voilà, ok. Ah oui, je vais vous dire avant, c'est vrai. Alors on a une petite fondation, pour parler un peu de ce qu'on fait. Alors voilà ce qu'on fait à la fondation, mais surtout, je vous conseille de vous inscrire aux dépêches de Good Planet. C'est-à-dire, c'est tous les matins, vous allez recevoir gratuitement 5... T'es inscrit, Émile? C'est bien, hein? Bon, d'accord. Sinon, je pars. Bon, 5-6 lignes sur l'environnement. Et on travaille beaucoup sur la compensation carbone. Tu fais toi aussi. Par exemple, je suis venu aujourd'hui en avion, je veux faire la compensation carbone. Tout ce que je fais de ma vie entière, compenser carbone, on a construit déjà des milliers de fours à biogaz en Inde, qui permet dans les familles que les enfants n'aillent pas couper du bois, puissent aller à l'école. Je crois qu'on en a déjà construit 3500 avec la fondation, et on travaille avec une organisation qui en a déjà fait 80 000. Alors maintenant, je vais vous montrer le petit morceau de Human. Écoutez bien ce que dit cette femme. yàlla képp koo xam
xam ni gis nga sama wax ji nga boo tëddee nga xalaat ko bu baax may jël exemple ci Abdoulaye juddu na feebar na juddu na ñëw na ak wàññeeku juddu na indi na bànneex pour man aussi juddu na indi na mbégte juddu na boole na ay nit juddu na ak ñu mu andi def nekk handicapé yépp nit bëgg ko jur nit gis na ko fonk ko ba di ko raamal may ñaan sama moroomu jigéen ñi waxuma sax góor ñi mais damay ñaan sama moroomu jigéen ñi ñu delloo seen xel ci yàlla que soo yoree doom boo xam ni dafa wàññeeku nga yor doom boo xam ni dafa silmaxa nga yor doom boo xam ni xam naa ni jaaxal na la tuuti nga delloo siwaat sa xel ci yàlla nga téyewaat ko jàpp ci yàlla rawatina nga dugal ko ci société bi pour ñépp xam ne kii sa doom la. Vraiment envie de faire, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. Bien sûr que je n'aurai pas la réponse, bien sûr que... Mais ça, ces interviews-là sont des choses qui nous enrichissent incroyablement. Je peux vous dire que moi qui visionne toutes les interviews, on va dans des endroits extrêmement compliqués. On a été au Cambodge, on a été au Rwanda, on a été en réfugié en Syrie. Et aussi, on va dans des endroits où il ne se passe rien de spécial. On demande aux gens qu'est-ce que c'est que le bonheur. On s'aperçoit quand même les gens qui ont vécu des choses les plus épouvantables. Quelquefois, on en a eu quelque chose d'extraordinaire qui vous fait réfléchir. Là, dernièrement, j'ai photographié une dame qui avait, avec un accident, qui avait perdu ses deux bras. Quand elle avait 13 ans, elle a enlevé une grenade que son oncle avait ramenée justement d'Algérie, une grenade défensive. Elle a pris la grenade, elle a perdu ses deux bras. Et alors qu'elle a deux bras en plastique. Et alors, c'est une femme qui a perdu un œil, elle a une cicatrice. Et dans le questionnaire qu'on pose à tout le monde, je lui ai demandé, mais quel est l'événement le plus dur qui vous est arrivé dans votre vie? Qu'est-ce que vous en avez appris? Elle m'a dit, mais moi, dans ma vie, il m'est rien arrivé. Non, j'ai perdu mon cousin que j'aimais beaucoup, il m'est rien arrivé. Mais si tu me parles de mes mains que j'ai perdues, c'est la chose la plus belle qui me soit arrivée dans la vie. Ça m'a donné en moi une force et un courage que je ne pensais pas avoir. Et elle me dit, en venant ici, faire l'interview chez toi, j'étais dans le métro, et puis on voit que des mains en plastique, c'est des mains, vous savez, on voit que c'est des mains en plastique. Il y avait une dame qui le regardait avec un sourire désolé, et elle l'a regardé avec un grand sourire, et elle lui a souri. Elle m'a dit, à ce moment-là, j'ai compris que je vais amener du bonheur. Et c'est ça que j'ai envie d'amener, c'est du bonheur dans ce monde où, malheureusement, on vit dans un monde de pessimisme, on a peur de tout. Pourquoi le cœur? Le cœur, c'est très important pour moi. Vous avez bien compris que j'aime bien parler d'amour, et que être un écolo, c'est aimer la vie passionnément. C'est aimer ce qui nous entoure. C'est aimer les arbres, c'est aimer les oiseaux. C'est aussi s'aimer soi-même, c'est très important. Et surtout, c'est aimer les autres. C'est pour ça que maintenant, avec commotion, je vous dis, je vous aime.